Bonjour et bienvenue dans notre quatrième séquence de notre thème commun Nourrir l'humanité. Dans cette vidéo, nous allons parler des conséquences sur l'environnement et la santé des pratiques de l'agriculture intensive, c'est-à-dire en fait de l'introduction, les conséquences de l'introduction des intrants comme les engrais et les pesticides dans l'environnement. Quelles sont les conséquences pour l'environnement et la santé de ces intrants? Donc un petit rappel sur l'agriculture intensive, donc un système de production agricole qui mise justement beaucoup sur ces intrants pour augmenter la production, augmenter les rendements. Nous allons voir trois exemples d'action de ces intrants sur l'environnement et la santé. Nous allons commencer par les engrais. Alors je vous rappelle que les engrais sont des sels minéraux, comme les nitrates et les phosphates par exemple, il y en a d'autres, potassium par exemple, qui sont déversés donc pour augmenter la teneur en sels minéraux du sol. Le problème, c'est que ces engrais parfois sont déversés en trop grande quantité. Tout n'est pas forcément utilisé par la plante cultivée. Tout n'est pas forcément non plus fixé par le complexe argilo-humique que vous avez vu en sciences physiques. Lorsque la pluie va tomber sur les sols, une partie de ces engrais vont subir un phénomène de ruissellement. C'est-à-dire qu'ils vont être entraînés par les eaux de pluie, qui vont ruisseler en surface et arriver comme ça dans ce qu'on appelle les eaux de surface, c'est-à-dire les rivières, les lacs, les étangs ou ensuite donc le bord de mer. C'est-à-dire que les rivières se jetant dans la mer, les bords de mer peuvent être pollués donc par les engrais. Deuxième possibilité, les deux d'ailleurs ont lieu en même temps, il y a aussi un phénomène d'infiltration. Les eaux de pluie vont s'infiltrer, c'est-à-dire qu'elles vont pénétrer à l'intérieur des sols, puis dans les roches qui se trouvent en dessous des sols, et les engrais, nitrates, phosphates, vont être entraînés avec. Donc par ce moyen, ils vont atteindre ce qu'on appelle les eaux profondes, c'est-à-dire par exemple les nappes d'eau souterraines comme les nappes phréatiques, ou éventuellement, comme c'est figuré sur le schéma, d'éventuelles, mais c'est un peu plus rare, rivières souterraines. Donc les engrais peuvent subir un phénomène de lessivage, c'est-à-dire qu'ils peuvent être entraînés par les eaux de pluie dans les phénomènes de ruissellement et d'infiltration, et ainsi atteindre donc les eaux de surface et les nappes phréatiques, les eaux profondes. Quelles sont les conséquences? C'est ce que nous allons voir de ces augmentations de teneur en sels minéraux dans ces eaux. Qu'est-ce qu'il se passe pour les eaux de surface? Alors, le phénomène qui se passe avec les eaux de surface, c'est par exemple le phénomène des marées vertes que l'on rencontre par exemple en Bretagne. En France, ça concerne par exemple une région comme la Bretagne. Non. Les eaux qui sont trop chargées en nitrate à cause des apports agricoles vont entraîner une prolifération des algues vertes, des algues chlorophylliennes, qui vont s'accumuler sur les plages. Vous avez ici une photographie. Alors, c'est problématique, on va le voir, pour l'environnement, mais aussi c'est problématique pour l'économie. Il faut bien penser que les touristes qui viennent en vacances, ces phénomènes ont lieu principalement à la belle saison, l'été quand il fait chaud, quand il y a beaucoup de lumière, à cause de la photosynthèse. Et bien évidemment, c'est pour le touriste, c'est pas très bon puisque les plages sont recouvertes d'algues visqueuses plus ou moins en décomposition, et on va le voir donc avec des dégagements d'odeurs nauséabondes, vraiment pas très agréables. Alors, ces phénomènes généraux de prolifération d'algues portent un nom plus général qu'on appelle eutrophisation. L'eutrophisation, donc elle concerne des eaux de surface. Par exemple, ici mon dessin pour représenter une rivière, un lac ou un bord de mer, où arriverait donc une rivière. Dans cette eau, vous avez des animaux, la faune, par exemple ici des poissons, mais ça peut être des petits crustacés, des petits coquillages, et vous avez des végétaux chlorophylliens, des algues fixées sur le sol, ou bien aussi des petites algues très petites, microscopiques, qui flottent dans l'eau. S'il y a un apport artificiel par l'agriculture, par exemple, d'engrais, c'est-à-dire des nitrates et des phosphates, cet apport artificiel va enrichir ces eaux de surface en nitrates et phosphates. Ces engrais servent de nourriture normalement aux plantes cultivées.
Mais les plantes qui vivent dans ces milieux aquatiques vont aussi les utiliser pour la photosynthèse. Ce sont des sels minéraux. Donc si j'augmente les sels minéraux dans ces milieux aquatiques, les végétaux qui vivent dans ces milieux vont avoir donc plus de sels minéraux. En présence de lumière, la photosynthèse va être plus active, donc ils vont se développer, ils vont se multiplier. Il va y avoir un développement anormal, une prolifération des végétaux chlorophylliens, aussi bien les algues fixées sur le fond de l'eau, aussi bien que les petites algues qui vivent, donc qui flottent dans l'eau. Donc c'est ça qui va entraîner ce phénomène de marée verte. Les eaux vont être saturées, entre guillemets, de végétaux chlorophylliens verts. Lorsque la quantité de végétaux va devenir vraiment très importante, eh bien une partie de ces végétaux va mourir. La lumière, par exemple, ne va plus pouvoir, lorsque les eaux sont très vertes, la lumière ne va plus pouvoir rentrer en profondeur. Donc la photosynthèse va s'arrêter, par exemple pour les végétaux qui sont profonds, qui sont plus en profondeur. Et donc toute une partie de ces végétaux va mourir. Lorsque ces végétaux vont mourir, ils vont se décomposer. Or, on en a déjà parlé, lorsqu'ils vont se décomposer, ça veut dire qu'en fait, ils vont être consommés par des micro-organismes, des bactéries, qui vont se nourrir de la matière organique de ces végétaux morts. Mais en même temps que ces bactéries mangent la matière organique, consomment la matière organique, elles respirent, c'est-à-dire qu'elles consomment de l'oxygène. Donc cette prolifération de bactéries qui décomposent de la matière organique végétale va petit à petit entraîner une baisse de la quantité d'oxygène dans les eaux. Cette baisse de la quantité d'oxygène dans les eaux va être préjudiciable, va entraîner donc des problèmes pour la faune, c'est-à-dire les animaux qui vivent sur place. On peut avoir une disparition partielle ou vraiment très importante parfois de la faune. Les poissons peuvent mourir, mais aussi les petits crustacés, les petits coquillages qui vivent sur le fond. Donc il y a vraiment des préjudices pour l'environnement. Ce phénomène d'eutrophisation donc a des conséquences non seulement sur le développement des végétaux, qui devient anormal, mais aussi indirectement donc sur la faune, avec l'appauvrissement d'oxygène. Comme nous l'avons dit, donc certaines de ces bactéries produisent des gaz toxiques et nauséabonds, c'est-à-dire qu'ils sentent mauvais. Alors, un exemple classique, c'est l'hydrogène sulfuré, qui a une odeur entre guillemets d'œuf pourri et qui est toxique, c'est-à-dire donc qui peut entraîner, il est inhalé en grande quantité, donc qui peut être dangereux pour la santé. On connaît des cas d'animaux qui sont morts sur des plages où il y avait trop d'algues vertes en décomposition. Donc voici résumé donc le phénomène d'eutrophisation. Alors, nous allons voir un deuxième exemple d'action des intrants sur la santé. Ici, nous allons voir le cas donc de ce qui se passe pour les eaux souterraines. Nous avons vu que les eaux souterraines, par exemple les nappes phréatiques, pouvaient être contaminées entre guillemets par ces intrants. Par exemple, on va prendre l'exemple des nitrates. Ces nitrates, s'ils sont consommés dans l'eau de boisson, puisque ces eaux souterraines peuvent être utilisées par exemple en eau de source pour la consommation dans les eaux de boisson, eh bien ces nitrates peuvent entraîner des problèmes de santé, en particulier chez les nourrissons, c'est-à-dire les nouveau-nés, ou peuvent entraîner dans toutes les catégories de la population, donc peuvent avoir des effets cancérigènes. Donc on surveille particulièrement la quantité de nitrate. Si vous regardez une étiquette d'une bouteille d'eau, c'est celle comme je vous l'ai mis, vous verrez des indications sur la quantité de nitrate. Les nitrates, les ions NO3-, et ici vous avez la quantité de nitrate en milligrammes par litre. Ici elle est de 1 mg par litre. Les normes imposent une quantité inférieure à 50 mg par litre. La quantité étant faible, ici, elle peut donc être utilisée pour la préparation des aliments pour les nouveau-nés, pour les nourrissons. Donc c'est indiqué donc sur l'étiquette. Autre exemple, les pesticides. Alors nous l'avons vu, les pesticides sont des molécules artificielles fabriquées par l'homme. Elles peuvent être aussi lessivées et apportées par les eaux de rivière, par exemple en milieu marin. Ici, donc, vous avez une chaîne alimentaire
dans un milieu marin. Le pesticide ici, c'est la dieldrine, peu importe son nom. Il arrive en très faible quantité par les eaux de surface. Vous voyez, au début, donc, c'est indiqué, donc, il est indosable dans l'eau de mer. C'est-à-dire qu'il est en tellement faible quantité qu'on n'arrive pas à le mesurer. Mais, dans cette eau de mer vivent des algues chlorophylliennes très petites qu'on appelle le phytoplancton, des petites algues microscopiques, qui vont absorber une partie de ce pesticide. Et là, on peut commencer à mesurer sa concentration. Elle est un peu plus concentrée, 0,001 ppm, partie par million. Bon, c'est une très faible dose, mais quand même, on peut le mesurer. Ce phytoplancton, ces petites algues, peuvent être mangées par des tout petits animaux qui forment ce qu'on appelle le zooplancton. Là, on voit que la concentration de la dieldrine a encore augmenté, 0,02 ppm. Ces petits animaux du phytoplancton peuvent être ensuite mangés par des crustacés et des petits poissons. Et là, on voit que la concentration en pesticides augmente encore. Si on dose le pesticide dans ces crustacés, ces petits poissons, il est de 0,03. Ensuite, ces petits poissons et ces crustacés peuvent être mangés par des plus gros poissons prédateurs, où la concentration, donc si on dose dans la chair de ce poisson le pesticide, la concentration est encore plus grande. Donc les pesticides peuvent subir un phénomène de concentration dans les chaînes alimentaires. Plus on va monter dans la chaîne alimentaire, plus la concentration du pesticide va être importante. Donc ça pose problème puisqu'on l'a vu, donc l'homme arrive souvent dans les phénomènes de concentration, de consommation, pardon, il arrive souvent en bout de chaîne. Donc l'homme va consommer des animaux, par exemple ici les poissons prédateurs, qui ont déjà une teneur élevée en pesticides. C'est la même chose pour les prédateurs naturels, par exemple pour les cormorans qui mangeraient ces poissons prédateurs. Si on étudie le dosage du pesticide, il est encore plus élevé. Donc il y a un phénomène de concentration des pesticides le long des chaînes alimentaires. Donc les pesticides rejetés dans les eaux ne sont pas détruits, c'est des molécules résistantes. Elles se concentrent dans les chaînes alimentaires et donc l'homme peut consommer des produits qui ont été donc par ce biais des chaînes alimentaires enrichis en pesticides. Voilà, c'est ce que je vous ai donc résumé. Le problème des pesticides, c'est qu'ils ont des effets donc avérés sur la santé humaine, des effets cancérigènes possibles ou probables. Donc il y a des tests qui sont réalisés, des études qui sont faites, mais aussi, on en parle beaucoup actuellement, et on en reparlera dans la partie reproduction, qui sera notre thème suivant, des effets sur la fertilité. Par exemple, chez l'homme, certains pesticides ont des effets sur la production de spermatozoïdes, sur la quantité de spermatozoïdes produits, par exemple. Alors, est-ce qu'il y a des solutions? Bon, le but, c'est pas de vous faire un catalogue de toutes les solutions possibles. C'est de vous montrer deux exemples qui ne sont pas à prendre par cœur, mais pour vous montrer qu'il y a des alternatives, d'autres solutions possibles pour limiter l'utilisation des intrants et éviter les problèmes qu'on a vus. Un exemple est la lutte biologique. On a vu que les végétaux, par exemple producteurs primaires qui sont cultivés par l'homme, peuvent subir les attaques de certains insectes. Ici, par exemple, une cochenille, sur la photo, c'est un insecte blanc, vous voyez, un aspect un peu laineux, qui s'attaque à une plante. On pourra le traiter par un pesticide. Mais là, l'idée, c'est d'utiliser le prédateur naturel de la cochenille, qui est une coccinelle. Dans la nature, certaines coccinelles vont s'attaquer à la cochenille et la dévorer. Donc l'idée, c'est d'utiliser donc ce prédateur naturel, le répandre dans l'agrosystème, donc faire des lâchers, si vous voulez, de coccinelles, pour qu'elle dévore donc l'insecte qui s'attaque aux récoltes. La coccinelle, elle, ne mangeant pas directement donc le végétal. Un autre exemple, ce qu'on appelle les contre-cultures, ou les cultures alternées avec certains végétaux qui ont des propriétés particulières. Donc ici, vous avez un exemple, donc j'ai mis une photo d'une plante qui s'appelle la luzerne. Cette plante, elle est utilisée en contre-culture, c'est-à-dire qu'on peut faire suivre une culture d'une céréale ordinaire, blé par exemple, avec cette culture. Or, certaines plantes comme la luzerne ont la capacité d'utiliser l'azote qui se trouve dans l'air, dans l'atmosphère,
et grâce à un phénomène particulier, de fixer cet azote dans le sol. Or, les nitrates, qu'est-ce que c'est? C'est de l'azote. Donc, ces plantes, elles enrichissent naturellement le sol en azote.